Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue dans la tribune des décideurs. Chaque lundi, 12h30, ce rendez-vous avec des grands patrons qui pilotent l'économie. Et piloter est bien le terme aujourd'hui parce qu'on va vous emmener à bord de taxis, en l'occurrence les taxis G7, avec son PDG aujourd'hui qui nous fait l'honneur de nous rendre visite. Serge Mess, bonjour. Bonjour. À mes côtés, vous le reconnaissez, Philippe Mabille, directeur adjoint de la rédaction de la Tribune. Bonjour Philippe. Bonjour. Monsieur Mess, alors, vous êtes en plein cœur de l'actualité, puisque on parle beaucoup actuellement de ce sujet des taxis, un sujet qui revient régulièrement d'ailleurs sur le devant de la scène et qui revient actuellement sur le devant de la scène avec ce sujet des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur, des marques qui ont fleuri récemment comme Uber, comme Le Cab, comme Voiture Jaune, que sais-je encore. Donc on va essayer de comprendre avec vous les vrais enjeux de ce secteur actuellement. Mais avant de commencer de rentrer dans ces problématiques, j'aimerais qu'on comprenne le métier de taxi qui est régi par une réglementation, une législation particulière. En quoi consiste-t-il? Peut-être qu'on le prend sans savoir en quoi ça consiste vraiment. Écoutez, d'abord, je suis très content que l'on parle de taxi parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est un métier en pleine mutation sur lequel il y a beaucoup d'innovation. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors ce qui caractérise le taxi, c'est premièrement le droit de charger sur la voie publique. Donc ce sont des véhicules que l'on peut prendre dans la rue, en station, par exemple, mais que l'on peut également appeler par téléphone ou par application smartphone. C'est ça la grande différence, et c'est pour ça que vous acquittez, enfin quand on est taxi, on acquitte une licence, c'est pour pouvoir charger des particuliers sur le trottoir en fait. Alors la grande différence, c'est que c'est un service réglementé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un tarif qui est imposé par les pouvoirs publics, puisqu'à partir du moment où vous êtes ouvert au public, il faut que ce soit un tarif garanti, un tarif en fonction de l'heure et du kilomètre, et qui ne peut pas être doublé la nuit du réveillon, par exemple, ou à l'heure de pointe. Et puis le deuxième élément, c'est un élément de réglementation, de sécurité notamment. Ça veut dire que quand vous prenez un taxi, vous êtes certain que le chauffeur a eu les heures de repos nécessaires, puisque la durée de son activité à Paris est régulée par un appareil que l'on appelle un eurodateur. Il a eu un diplôme sanctionnant 3 mois de formation qui lui permet de connaître la réglementation et les rues de Paris. Donc voilà, donc c'est un métier réglementé. Et tout ça est encadré donc par une licence qui s'achète, qui est un investissement de départ, en plus bien sûr du véhicule, qui est de quel prix actuellement et qui est limité en nombre aussi? Alors, premier point, le prix c'est environ 240 000 €, mais il faut vraiment comparer ça à un fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il y a peu aujourd'hui d'opportunités pour une personne qui souhaite se mettre à son compte. L'acquisition d'un fonds de commerce, par exemple un bar tabac ou un petit restaurant, ça coûte très cher aussi. Là, il s'agit donc d'un fonds de commerce puisque vous pouvez rester 20 ans, 30 ans dans ce métier et revendre ensuite cette licence environ au prix où vous l'avez acheté lorsque vous partez en retraite. Donc c'est environ comme ça 240 000 €. Environ 240 000 €. D'ailleurs, c'est l'objet d'une première question, Candide, un internaute qui demande pourquoi la compagnie G7 dispose de licences gratuites. De combien en dispose-t-elle? Est-ce qu'on peut avoir des licences gratuites? Alors, plusieurs inexactitudes que je vais rectifier. Donc, premièrement, Taxi G7, la société dont je suis président, n'a aucune licence puisque nous travaillons avec des chauffeurs de taxi indépendants. Il y en a 7500. Qui sont soit des artisans, soit des locataires. Vous faites la radio, ce qu'on appelle la radio. Voilà, tout à fait. Alors la radio qui ne se passe plus aujourd'hui par radio, puisqu'évidemment ça passe par smartphone, ça passe par GPRS, mais c'est l'ancienne appellation restée. Ce sont les taxis que l'on commande par téléphone, par Internet ou par smartphone. Et donc vous vous mettez en relation, vous êtes la porte d'entrée entre cette clientèle qui cherche un taxi et puis cette flotte de 7500 artisans que vous dirigez.
Voilà, exactement. Et le fait d'avoir une très grosse flotte, donc 7500, ça nous permet d'avoir un délai très court, puisque plus vous avez une flotte importante, plus vous avez un taxi proche de chez vous. En moyenne, chez Taxi G7, nous avons un délai moyen sur Paris de 5 minutes. D'accord. Et donc c'est ça votre business, la radio. Et à côté de ça, il y a des taxis qui, eux, achètent, on l'a vu, des licences ou qui peuvent en avoir de gratuites. Alors c'est quoi cette histoire de licence gratuite? Alors les licences gratuites, eh bien ça c'est quelque chose qui a été fait depuis maintenant une dizaine d'années, qui est une bonne chose, qui est que le nombre de licences augmente tous les ans pour faire suite aux besoins de la clientèle. Donc le préfet de police tous les ans augmente environ de 500 licences, qui sont des licences gratuites, mais qui ne sont attribuées qu'à des chauffeurs de taxi, qui sont soit salariés, soit locataires. Donc les entreprises de taxi n'ont pas accès à cette distribution de licences gratuites. Il y a beaucoup de malentendus sur cette question du nombre de licences. Il y a eu le rapport Attali, pour ne citer que lui récemment, mais c'est évoqué souvent. Est-ce qu'il faut libéraliser le secteur du taxi à la concurrence? Ça se fait d'ailleurs, on va en parler naturellement avec l'arrivée des nouvelles technologies, mais est-ce que sur cette question des licences et du nombre de licences, il n'y a pas une solution un peu radicale qui avait été envisagée, qui était de les racheter en totalité par l'État, par exemple, et de le redistribuer en augmentant le nombre. La question étant évidemment de rembourser ceux qui en sont aujourd'hui détenteurs, mais de finalement avoir une offre de taxi plus importante que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même le ressenti général par les clients, c'est qu'il y a une pénurie de taxis, dans Paris en tout cas. Alors, je pense qu'il faut regarder les choses de près. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que vous avez 95% des demandes de clients qui veulent réserver un taxi qui sont satisfaites. Je pense que le taxi qu'on veut attraper dans la rue, c'est là que oui, alors c'est là où la profession a énormément évolué, et que ce soit les VTC dont vous parliez tout à l'heure ou les taxis, aujourd'hui, de plus en plus, on ne hèle plus son taxi, on l'appelle par smartphone ou par téléphone. Ça, c'est une évolution qui est, je pense, pérenne. Je suis convaincu que plus on va dans le temps, plus il faut optimiser l'espace urbain, puisque vous savez que Paris est une ville très embouteillée. C'est d'ailleurs la ville d'Europe dans laquelle le ratio entre l'heure de pointe et l'heure creuse est le plus important. Vous avez le trajet qui est multiplié par 2 à Paris, alors qu'il n'est multiplié que par 1,4 à Londres, par exemple. Donc cette fluidité qui est complexe dans les centres-villes, je pense que c'est quelque chose qui continuera d'exister dans les années qui viennent, et qui font qu'il faut privilégier le taxi, parce que c'est un mode de transport qui est économe en espace urbain. Oui, mais alors sur cette question des licences, est-ce que c'est encore adapté finalement à une évolution moderne qui fait qu'une concurrence nouvelle, comme celle des VTC... On devrait libéraliser, c'est ça la question de Philippe. Est-ce qu'on ne va pas vers une libéralisation totale, ce qui était d'ailleurs dans le rapport Attali, je crois. Voilà, alors pas tout à fait, puisque le rapport Attali prévoyait effectivement une augmentation partielle, mais pas une libéralisation totale. Écoutez, quand encore une fois on étudie de près, on s'aperçoit qu'il y a des villes où ça a été tenté, comme par exemple à Dublin, et où on est revenu en arrière très rapidement parce que ça crée d'énormes problèmes de qualité de service et des faillites en série. Donc ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc tout dépend du nombre de licences. Vous avez pointé du doigt ce problème. C'est vrai que si le nombre de licences n'évoluait pas, il y aurait un vrai problème, et un problème de pénurie qui pourrait s'aggraver avec le temps. Au jour d'aujourd'hui, le nombre de licences tous les ans est révisé à la hausse par la préfecture de police en fonction des besoins. Alors les besoins, c'est quoi? Ce sont le nombre de clients ou de passagers qui arrivent aux aéroports, le nombre de clients qui font des nuitées d'hôtel, le nombre de clients dans les gares, l'évolution de la population francilienne. Donc voilà, tous ces facteurs sont calculés de façon tous les ans à augmenter le nombre de taxis. Jeanne demande, comment est-ce que vous vous positionnez face au service de chauffeurs avec une course qui annonce le prix au compteur? Elle pense donc au VTC, aux véhicules de tourisme avec chauffeur. C'est quoi la différence entre un taxi et un VTC? Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'enjeu? Alors, l'enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le taxi, lui, a des contraintes réglementaires, un tarif réglementé, mais il peut charger sur la voie publique. Les VTC relèvent de la loi de modernisation du tourisme, qui est une loi de 2009, qui prévoit des services touristiques réservés à l'avance. Voilà. Donc, toute la différence est là.
un véhicule touristique de tourisme avec chauffeur doit être réservé à l'avance, alors qu'un taxi peut charger sur la voie publique. Et on considère que passer par une application sur smartphone, c'est une réservation à l'avance ou pas? Et c'est ça l'enjeu, c'est que maintenant la technologie permet finalement de court-circuiter ce qu'on considère comme être une réservation à l'avance? C'est ça la faille dans laquelle ils sont engouffrés? Alors, il ne s'agit pas d'une faille, mais il s'agit d'une frange de concurrence. Donc, de façon générale, la concurrence a du bon, puisque ça permet à chacun de s'améliorer, de hausser son niveau de qualité de service. Nous, chez Taxi G7, vous parlez des smartphones. Nous avons été les premiers, dès 2008, à lancer une application smartphone qui permet de commander des taxis. Donc, ce n'est pas une innovation de la VTC. Le changement d'adonne que vous indiquez, c'est que la technologie permet effectivement de réserver presque en temps réel. Et c'est là où le législateur doit intervenir, puisque ces deux législations sont différentes de par cette réservation préalable, et le gouvernement prévoit de fixer un critère pour pouvoir dire oui ou non, la réservation a bien été préalable. Les fameuses 15 minutes, c'est ça en fait l'enjeu? Alors, l'enjeu n'est pas les 15 minutes. L'enjeu, c'est que le gouvernement et les forces de police et les personnes qui font appliquer la réglementation puissent dire oui, la réservation a été préalable ou non. Donc, il faut forcément un critère. Bon, le gouvernement considère que ce critère doit être de 15 minutes. Vous, ça vous va les 15 minutes? Nous, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait un critère. Parce que ce qui ne va pas, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs, pas tous, mais choisissent de faire du VTC plutôt que du taxi parce qu'il y a moins de contraintes. Il n'y a pas les contraintes de sécurité, l'horodateur, il n'y a pas la licence, il n'y a pas le tarif qui est imposé, donc je peux changer le tarif quand je veux. Donc ils choisissent de ne pas avoir les contraintes, mais de faire le métier du taxi. C'est là où ça pose problème. Parce que le danger, finalement, c'est ce que vous dites, c'est s'il y a une augmentation sauvage, entre guillemets, en tout cas libre, du nombre de courses possibles, finalement, dans Paris en particulier, est-ce que le prix des licences des artisans taxi ne va pas s'effondrer, puisque d'une certaine façon, on pourra se mettre soi-même à son compte via d'autres sociétés qui feront le même métier que vous au travers de cette application smartphone. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger, finalement, sur le métier d'artisan taxi? Ne risque-t-il pas de disparaître au profit d'une forme de concurrence plus ou moins sauvage? Alors, il y a deux points dans votre question. Il y a le prix de la licence sur lequel je reviendrai, mais il y a le plus important, je pense, qui est le service au client. Donc, pour nous, si le service au client s'améliore parce qu'il y a plus de véhicules, c'est positif. Encore, et c'est pour ça que tous les ans, nous ajoutons des taxis. Nous, chez Taxi G7, on est quand même passé en 10 ans de 3000 à 7500 voitures sur le central radio Taxi G7. Donc c'est une augmentation mais phénoménale qui nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment une très très bonne qualité de service. Si vous appelez par téléphone ou par smartphone, vous avez 95 ou 99% de chances d'avoir une voiture et en moyenne, les délais d'approche sont de 5 minutes dans Paris, 7 minutes dans la banlieue. Donc je vais revenir sur le point de la licence, mais ce n'est pas l'augmentation du nombre qui nous pose problème. Et d'ailleurs, heureusement que la préfecture de police, tous les ans, rajoute des licences. La licence, non. Le prix de la licence n'est pas directement corrélé au nombre de courses de taxi. Vous savez, depuis la crise économique de 2008 et là, la crise économique plus récente de l'an dernier, le prix de la licence a plutôt augmenté. Ça paraît bizarre, puisque on peut penser que la rentabilité baisse pour le chauffeur de taxi, mais en fait, c'est très lié à la situation de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui demandent des licences. En fait, une licence, c'est un véritable emploi pérenne, c'est une sorte de fonds de commerce, comme je le disais tout à l'heure, et dans des périodes de difficultés économiques où ce n'est pas évident de créer son emploi, il se trouve que la licence de taxi a un certain prix, comme tout fonds de commerce. Par contre, ce sont des véritables emplois pérennes, c'est-à-dire qu'un locataire ou un artisan propriétaire de sa licence paye des charges fiscales et sociales importantes, et ce ne sont pas des emplois d'auto-entrepreneurs comme on trouve dans pas mal de startups. Monsieur Mess, vous parlez de la qualité de service. On a plusieurs questions qui tournent autour de ce sujet, notamment autour de la possibilité de payer par carte bleue. Vincent propose une question sur ce thème, un autre internaute aussi. Plus globalement, est-ce que ça aussi, c'est pas ce que montre ce bras de fer avec les VTC, c'est qu'il y a un service qui s'est dégradé au fil du temps en termes de connaissance des rues de Paris, en termes d'amabilité, en termes de propreté des véhicules. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas aussi ce qui se paye actuellement dans ce bras de fer ?
Alors, je pense qu'au contraire, le service s'est fortement amélioré depuis 25 ans. Mais vous avez raison de dire qu'il n'est pas encore au niveau que l'on souhaite. Il faut améliorer la qualité de service, que ce soit sur l'acceptation de la carte bleue ou que ce soit sur la qualité des chauffeurs et des voitures. Mais juste un exemple, vous me parlez de la carte bleue. Est-ce que vous savez que ça fait 28 ans que Taxi G7 a équipé 100% de ses taxis en lecteur de carte bleue? 1995. 1995, les puces envahissent les taxis. Pardon, 18 ans, excusez-moi. Il y a des téléspectateurs qui refont le calcul. Entre 1995 et 2013, ça fait 18 ans. Donc, on a été les précurseurs là-dessus. Il y a un montant minimum qui est fixé par la préfecture de police à 15 €. C'est une question de réglementation. Et là aussi, pourquoi pas faire évoluer cette réglementation? Peut-être ça n'a plus de sens. Mais tout à fait, tout à fait. Alors c'est déjà des choses que nous proposons. Mais donc voilà. Est-ce que ce n'est pas une façon de reprendre la main, finalement, d'être encore plus en pointe dans ces domaines pour dire, regardez, on est en avance, on est irréprochable? Bien sûr, bien sûr. Non, mais la qualité de service doit augmenter. Mais là, j'ai pris un exemple il y a 18 ans. Je vais prendre des exemples plus récents. Nous avons lancé des taxis pour les familles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des taxis de grande capacité qui peuvent prendre jusqu'à 7 personnes, mais également avec des sièges bébés et des rehausseurs. Nous avons lancé des offres de taxis partagés pour les petits budgets avec le service WeCab qui permet d'aller aux aéroports. Nous avons une autre concurrence qui commence à arriver. La SNCF... ça s'y intéresse beaucoup en ce moment, c'est le covoiturage. C'est-à-dire le fait que, alors c'est pas pour la course lambda, mais pour les trajets domicile-travail, ça se développe beaucoup aussi. Ça. Tout à fait, mais il y a même encore d'autres concurrences. Vous pouvez citer également les shuttles, que ce soit des cars ou des minibus. Vous pouvez citer donc la loi d'orientation des transports intérieurs, la fameuse LOTI. Donc c'est vrai que la concurrence est multiple, mais à partir du moment où chacun respecte la loi qui lui est assignée, il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème, c'est effectivement le racolage aux gares et aux aéroports, par exemple. Quand vous êtes touriste, vous ne pouvez pas descendre avec vos bagages de l'avion sans vous faire alpaguer par quelqu'un qui va vous proposer un service dans lequel vous n'avez aucune garantie de sécurité, aucune garantie de prix. Donc voilà, c'est contre ça que les chauffeurs de taxi sont effectivement en colère. Mais sur la qualité de service au client, vous avez raison. Plus on va vers le haut, plus on tire vers le haut la qualité de service, mieux c'est pour le client. On a une question d'un fondateur d'une compagnie de VTC, justement, Yves Wesselberger. Je suis fondateur de Snapcar, réservation VTC. Vous interdisez, dit-il, à vos chauffeurs affiliés, pourtant indépendants, l'utilisation d'autres applications smartphone que la vôtre. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est légal dans la mesure où ce ne sont pas vos employés? Alors, non seulement c'est légal, mais c'est même prévu par les textes, puisque la préfecture de police de Paris impose à tout central de réservation d'indiquer sur la vitrophanie du véhicule le nom du service et de codifier le numéro du chauffeur ou de la voiture et de donner tous les ans la liste de ses affiliés aux fins de contrôle et pour des raisons de sécurité. Donc oui, effectivement, la réglementation en France, c'est qu'il y a, pour qu'il n'y ait pas de confusion de marque également, une seule marque de réservation de taxi par véhicule, sachant qu'il y a évidemment libre concurrence et libre choix pour les 18 000 taxis parisiens de s'affilier à Taxi G7 ou à l'un de ses concurrents. Alors, il y a une évolution, vous parliez d'innovation dans les capacités d'appel d'un taxi. Il y a une autre innovation qui est de plus en plus demandée, c'est celle des voitures hybrides, voire des voitures électriques. Vous avez déjà commencé à vous équiper. Est-ce que vous pensez que ça va se généraliser, en particulier à Paris, où on parle quand même de plus en plus des pollutions, le débat sur le diesel, etc. Oui, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va beaucoup se développer. Est-ce que vous allez généraliser cet équipement? Oui, c'est très hybride, en attendant peut-être qu'il y ait des solutions françaises à venir, parce que là, c'est surtout des Toyota Prius. Oui, alors peu importe la marque, mais c'est très important pour une ville comme Paris, dans laquelle la concentration de CO2, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans le futur. Nous avons commencé, comme vous le dites, avec quand même, je peux vous le livrer en scoop, mais nous allons atteindre les 1000 voitures Green Cab, donc des véhicules hybrides, dans le mois qui vient.
Quand vous dites 1000, c'est sur les 7500 1000 sur les 7500, oui. Que vous, quand vous on assurez voit, la radio. Voilà, quand on voit qu'on a commencé en 2007 timidement avec 20 véhicules hybrides, on a quand même en 5 ans diminué de 25% les émissions de CO2 globalement sur l'ensemble de la flotte. Et là, nous atteignons 1000 véhicules hybrides. C'est vous qui aidez les chauffeurs à s'équiper, à faire cet investissement? Alors, ça coûte plus pour cher. lancer ça, nous avons effectivement fortement aidé financièrement les chauffeurs de taxi et des indépendants, des artisans, mais à acquérir ce véhicule. Aujourd'hui, nous avons changé de méthode parce que, vu les volumes que l'on vise, puisque maintenant on vise clairement, on est à 1000, mais nous espérons encore doubler. 7500. Voilà, et pourquoi pas être à 7500 dans quelques années. Donc aujourd'hui, nous utilisons d'autres moyens d'incitation que les incitations financières. Et nous exhortons. Lesquels? Eh bien, tout simplement mettre en avant tous les avantages qu'un chauffeur de taxi peut retirer de ce type de véhicule-là, puisqu'il y a des avantages pour la collectivité en termes de consommation de CO2, mais il y a également des avantages pour le chauffeur de taxi en termes d'entretien et d'économie de carburant. On a une question d'écolo justement dans ce registre des voitures vertes qui dit à Paris il y a trop de voitures, comment se fait-il que ces sociétés VTC, il parle de voitures, les véhicules de tourisme avec chauffeur, cette concurrence nouvelle, aient la possibilité d'avoir tant de véhicules pour une seule inscription ou stationnent-elles en attente de la clientèle sur la voie publique? Ça c'est un point précis de réglementation, quelqu'un qui doit bien connaître le sujet, parce qu'en effet en théorie elles n'ont pas le droit d'attendre le chaland sur la voie publique. C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut prendre 2 minutes pour bien expliquer les choses. Pour faire du taxi, c'est-à-dire pour faire de petites courses et transporter d'un point A à un point B à la demande un client, un taxi est plus intéressant pour la collectivité que toute autre forme de voiture, VTC, LOTI ou ce que vous voulez. Pour une raison simple, c'est que la voiture qui n'est pas un taxi doit faire l'aller et le retour. Et donc doit circuler à vide. Et vous savez que nos routes nos chaussées sont bien embouteillées. Alors que le taxi, grâce au fait qu'il y a des stations de taxi et qu'il peut attendre un client pour revenir, va finalement moins utiliser la chaussée. Quand on fait des statistiques, on s'aperçoit donc que l'occupation de la chaussée par passager transporté est largement en faveur du taxi. Donc, si on manque de taxis, augmentons le nombre de taxis, mais ne les remplaçons pas par des VTC. Ça ne veut pas dire que les VTC n'ont pas leur propre clientèle, puisque effectivement, dans des services touristiques, c'est ce qui est prévu par la loi de 2009, où vous avez des clients qui doivent réserver à l'avance des voitures pour la journée, pour la demi-journée ou ce type de besoin-là, c'est dommage de mobiliser un taxi qui pourrait transporter plusieurs passagers pendant ce temps-là. Donc les deux modes doivent coexister, mais selon nous, les VTC doivent effectivement ne pas circuler ou stationner sur la voie publique en recherche de clientèle. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, c'est la loi qui le dit. Et si cette loi-là est respectée, il n'y a aucun problème de concurrence. Les taxis et les VTC peuvent très bien coexister. Vous n'avez jamais eu l'envie, justement, de vous lancer dans ce segment des VTC? Vous y réfléchissez, j'imagine, peut-être, en termes de diversification? Ce ne serait pas une piste pour vous? Pour justement assurer cette complémentarité de business? Écoutez, la complémentarité de business, on a tellement de complémentarité dans le taxi que ça ne serait pas impossible, mais ce n'est pas ce que nous privilégions aujourd'hui. Savez-vous que nous avons des taxis pour les VIP avec le Club Affaires qui existe depuis 1985, donc ça fait maintenant une trentaine d'années. Nous avons des taxis pour les personnes handicapées. Nous sommes quand même la ville d'Europe avec des taxis spécifiquement dédiés aux personnes en fauteuil roulant qui a le plus de taxis. Donc nous en avons 150 chez Taxi G7. De leur faire concurrence sur Écoutez, ce terrain, les personnes sans avoir les mêmes règles sanitaires, disent-ils. Mais ça n'a rien à voir. Nous, ce que nous ont dit les personnes handicapées et les pouvoirs publics depuis maintenant 10 ans que nous promouvons ce type de service, c'est qu'une personne handicapée, elle n'est pas obligée d'aller à l'hôpital. Elle a le droit d'aller au cinéma, elle a le droit d'aller voir sa famille. C'est un citoyen comme un autre qui doit pouvoir utiliser le taxi. Pas sur ce point-là donc nous ne sommes pas sur le médicalisé. Sur le fait que vous rentrez un petit peu dans le médicalisé pour le transport vers les hôpitaux. C'est un Il y a eu mélange une polémique en début d'année sur une libéralisation qui était en votre faveur pour le coup. Oui, mais alors si on remet effectivement les points sur les i, donc les taxis pour les personnes handicapées, c'est pour qu'ils puissent se déplacer comme tout le monde, on n'est pas dans le médicalisé. Mais effectivement, vous me retirez le mot de la bouche, c'est le tiers payant. Nous avons également, et là, il n'y en a pas 150, il y en a aujourd'hui 1000, des taxis qui sont dédiés au tiers payant.
Et là, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous le savez, comme nous, les pouvoirs publics ont des problèmes de déficit extrêmement importants et doivent diminuer les dépenses de la collectivité. Et une course en taxi coûte en moyenne moins cher qu'une course en VSL et beaucoup moins cher qu'une course en ambulance. Donc c'est également un enjeu de société. Une question d'un internaute qui demande comment expliquez-vous que les taxis refusent régulièrement des courses à plus de 10 km de Paris? Est-ce légal? Est-ce que là aussi il y a quelque chose qu'on pourrait éventuellement améliorer dans la situation? Parce que les taxis parisiens ont peut-être du mal à sortir ou c'est légal? Enfin, il y a des... Quelles sont les règles? Alors, très rapidement, d'une part... C'est pour le retour à vide aussi le problème pour eux? C'est un manque à gagner? Alors, pas du tout. Donc, premièrement, il y a effectivement une connaissance ou une méconnaissance des règles. Donc, les règles, c'est tout simplement que les chauffeurs de taxi ont une zone de rattachement qui est la zone des taxis parisiens. Grosso modo, c'est Paris, le 92, le 93 et le 94. Mais avec des exceptions. Vous avez certaines communes qui ont leur propre système de taxis communaux. Donc, si on veut faire simple, lorsque vous êtes dans l'un de ces départements-là, donc Paris et la Petite Couronne, et que vous êtes à destination de l'un de ces départements-là, donc Paris ou la Petite Couronne, incluant les aéroports Charles de Gaulle et Orly, là, le taxi ne doit pas vous refuser, c'est exclu, et si ça vous arrive, il faut effectivement porter plainte auprès de la préfecture de police. Donc un taxi ça ne serait peut pas tout à fait inacceptable. Un taxi ne peut pas vous refuser en fait. 10 km de Paris, donc c'est possible. C'est tout à fait possible. Dans tout le 92, le 93 et le 94, à l'exception de quelques communes qui ont des taxis communaux, donc je suis d'accord que ce n'est pas très simple. Pour monsieur tout le monde, ça aurait été plus simple de faire des limites administratives. Mais là, il y a peut-être des améliorations à faire. Mais en gros, dans toute la Petite Couronne, un taxi ne peut pas vous refuser dès lors que votre course est à destination également de la Petite Couronne, d'Orly ou de Roissy. Quand est-ce qu'il peut vous refuser ? Si vous dites que vous allez, par exemple, à Deauville ou à Chartres, là, vous sortez de la région des taxis parisiens. Et donc là, effectivement, le taxi peut vous dire, écoutez, non, ça ne m'arrange pas, mais il peut dire oui aussi. Enfin, il peut dire oui aussi. C'est pas interdit pour lui de le faire. Absolument, c'est pas interdit. Dans ce cas-là, le tarif est librement négociable? Alors, à ce moment-là, le tarif de base, c'est le tarif au compteur. Mais vous pouvez toujours demander une ristourne aux chauffeurs de taxi, puisque le tarif affiché, c'est un tarif maximum selon la réglementation. Donc pour une grande course, vous pouvez vous mettre d'accord avec le chauffeur de taxi. Justement, sur cette question des tarifs, on parlait des évolutions technologiques, les voitures hybrides. Ça pourra, vous l'avez signalé, faire des économies, donc une plus forte rentabilité pour ceux qui s'en équipent. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de pression, voire une baisse des prix? Est-ce qu'il peut y avoir, avec cette concurrence et ces technologies, une baisse des prix des taxis? On est dans une période de crise et ça peut être appréciable. Alors, à court terme, je ne pense pas, hélas, pour une raison de TVA, parce que un chauffeur de taxi qui a un véhicule hybride, vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des modèles performants en hybride sont des modèles essence, et que la TVA sur l'essence n'est pas déductible, alors qu'elle est déductible sur le gazole. Donc au jour d'aujourd'hui, la situation est très simple. Un chauffeur de taxi avec un véhicule hybride essence gagne 20% de consommation, mais repère 20% de TVA. Alors qu'un chauffeur de taxi... La TVA va augmenter en janvier. Grosso modo 20%. Alors qu'un chauffeur de taxi avec un véhicule diesel consomme 20% de plus en volume, mais peut déduire la TVA. Voilà. Donc cette bizarrerie, on va dire, qui n'est pas en faveur des véhicules écologiques. Je pense que le ministère du Développement durable devrait se pencher sur la question. En tout cas, nous l'appelons de nos voeux, pour mettre sur un terrain d'égalité cette déduction de TVA entre le gazole et l'essence. Et ça permettrait effectivement aux chauffeurs de taxi qui font le choix de rouler dans un véhicule hybride d'avoir des coûts moindres. Et donc, à terme, et si ça se démocratise parmi l'ensemble des chauffeurs de taxi, ça permettrait effectivement d'avoir des augmentations de tarifs beaucoup plus limitées dans l'avenir, dans le grand avenir, je l'espère, même si ça n'est pas possible à court terme pour la raison que je vous indique. Une baisse des prix, non, ça, vous l'envisagez pas? Écoutez, pourquoi pas, tout dépend des coûts, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût du carburant, ça représente peut-être 5% des coûts dans le budget d'un chauffeur de taxi. Donc l'impact... Certains trajets comme les aéroports qui sont bien balisés, on avait parlé d'un tarif unique, et puis finalement ça ne se fait pas, alors que ça existe dans d'autres villes, à New York par exemple. Il n'y a pas de travaux en ce sens pour dire on va un peu réguler, surtout qu'il y aura peut-être la concurrence, ça va prendre du temps, du Charles de Gaulle Express un jour. Alors,
il y a le niveau des tarifs et il y a le caractère forfaitaire de certains trajets. Bon, le niveau des tarifs, le taxi parisien n'est pas cher par rapport au taxi européen. Savez-vous qu'à Londres, le taxi est 80% plus cher qu'à Paris? Le tarif horaire et le tarif kilométrique. Non, je prends le tarif horaire et le tarif kilométrique. Donc vous prenez le même trajet, mettons un trajet de 10 km qui dure une demi-heure, ben voilà, ça va être 80% plus cher à Londres qu'à Paris. Donc le niveau général des tarifs du taxi parisien est plutôt bon marché par rapport au taxi européen. Par contre, effectivement, je comprends tout à fait que pour le consommateur, ça serait intéressant d'avoir des prix fixes sur certaines destinations. C'est ce que nous faisons par exemple avec le taxi partagé WeCab pour les aéroports. Une dernière question, Monsieur Mess, si vous le voulez bien. On dit que le gouvernement redoute les manifestations de taxi, et on comprend bien, hein, ça paralyse vite des villes comme Paris, on s'en souvient, on a eu l'occasion de le vérifier. Quel est l'état d'esprit des taxis en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'ils sont plutôt sereins, énervés, tendus? Comment vous les sentez? Alors les chauffeurs de taxi sont effectivement tendus, mais pas parce qu'ils veulent, par une manifestation ou quoi que ce soit, changer la réglementation, mais parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une loi, qui est la loi de 2009 sur la modernisation du tourisme, il y a une loi qui est la loi sur le taxi, et qu'eux respectent la loi sur le taxi avec toutes les contraintes. Pas revenir dessus, la licence, le rodateur, etc. Et que par contre, la loi de 2009 sur le tourisme n'est pas appliquée dans la pratique. Donc finalement, leur demande, c'est pas de dire on veut pas de concurrence, on veut faire modifier la loi, pas du tout. Appliquons la loi de tourisme. C'est appliquons la réglementation telle que l'a voulu le Parlement, telle que l'a voulu le législateur, et il n'y aura pas de problème. Donc ce qui est effectivement peut-être énervant quand on est tous les jours dans sa voiture, c'est de s'apercevoir qu'il y a des contrôles qui ne sont pas faits et que tous les jours, il y a des agissements qui sont contraires à la réglementation. Toute petite dernière question, je pense que beaucoup de gens se la posent. Est-ce qu'il faudrait une couleur unique, commune, pour tous les taxis parisiens, comme les taxis jaunes à New York? Ça donnerait une visualisation peut-être plus précise. Je sais que ça a été changé, mais ce n'est pas forcément toujours évident de faire le lien entre le feu rouge, le feu orange, quand il pleut. Donc est-ce qu'une couleur commune... Écoutez, en tant que consommateur, tout ce qui permet une meilleure visibilité du taxi, j'y suis favorable. Après, il y a un certain nombre de freins économiques qui font que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Il y a eu un gros progrès avec le lumineux vert et rouge. Aujourd'hui, c'est quand même été un investissement non négligeable pour les chauffeurs de taxi. Vous voyez d'emblée si votre taxi est libre, vert, ou occupé rouge. Et il y a eu une tentative de la mairie de Paris et de la préfecture de police d'imposer le noir comme couleur pour les taxis parisiens. Voilà, donc je pense que c'était une bonne idée, qu'elle n'a pas été poussée jusqu'à son terme, puisque c'était une simple préconisation et non une obligation. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on doit pouvoir améliorer. Eh bien, c'était la tribune des décideurs de Serge Metz, le PDG des taxis G7. Merci, Monsieur Metz, de nous avoir rendu visite. Merci, Philippe. Merci à vous pour vos questions et votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. L'invité de la tribune des décideurs sera Guy Mamoumani, le président du Syntec numérique. On parlera nouvelles technologies. Merci, à la semaine prochaine.